Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo annonce. Comme vous l'aurez deviné en regardant le titre de la vidéo, je vais donc vous annoncer que je vais faire une série sur la campagne de Attila Total War. Et j'espère cette fois-ci que je pourrai finir la série parce que avec Rome 2 j'ai eu quelques problèmes à ce niveau-là, la perte de sauvegarde et etc etc. Ce qui a fait que en fait j'ai jamais fini une campagne de Rome 2 avec vous dedans. Donc voilà. Cette fois-ci, j'espère pouvoir le faire. Je fais cette annonce un peu tardivement, étant donné que le jeu sort seulement dans 10 jours. J'aurais dû faire cette annonce plus tôt, comme ça un maximum de gens seraient au courant, et évidemment j'aurais eu beaucoup plus de votes sur cette annonce. Hélas, je m'y prends un peu tardivement sur ce coup-là. Et je rattrape mon erreur maintenant. Donc j'aimerais bien aussi que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout, que vous puissiez choisir, enfin voter dans le chat pour savoir quelle faction il faudrait que je fasse. Donc je vais vous donner plusieurs factions que je veux bien faire parce que je veux pas toutes les faire. Et aussi à la fin de cette vidéo, ben j'ai encore deux trois trucs à dire sur d'autres jeux que je vais sûrement jouer. Donc je vous demanderai de bien suivre cette annonce jusqu'au bout. Donc d'après ce que je sais, il y aura 5 cultures différentes jouables à la sortie du jeu. Donc ça représente 10 factions au total, hein, 10 factions différentes jouables avec leurs avantages et leurs inconvénients tous. Donc étant donné que j'ai un peu de mal à choisir la faction que je vais jouer, je vais tout simplement vous le demander, hein, voilà, c'est ça l'histoire du vote. Vous devrez donc voter dans les commentaires pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez que je joue comme faction euh, dans, dans la campagne que je vais faire pour vous. Donc, je vais restreindre vos choix, hein. Il y aura pas, je vais pas vous demander de choisir envers les 10 factions parce qu'il y en a certaines que je veux absolument pas jouer. Donc voilà. Dans les factions que je vous propose, il y a les Francs, donc du Royaume barbare, qui au fil des âges était censé devenir la France. Donc faut savoir que les Français à la base ce sont des Francs qui sont devenus des, enfin ça a fortement changé au fil du temps, c'est devenu la France. Donc son leader s'appelle Pharamond. Je ne le connais pas, enfin le nom me dit quelque chose, mais comme ça je me souviens pas de ce qu'il a fait. Donc sa religion était le paganisme germanique, le pan-germanisme. Alors Hitler voulait rassembler tous ceux qui étaient pan-germaniques, enfin c'était l'idéologie de la première et de la deuxième guerre mondiale, enfin avant, on va dire. Alors les avantages de ces factions sont la conversion des bâtiments sont 50% plus rapide, ils ont moins 50% de pénalité d'intégrité. À mon humble avis, je pense que la pénalité d'intégrité qu'ils disent ici, c'est quand, par exemple, il y a une famine ou quand il y a l'hiver ou un autre truc dans ce genre-là, bah, vous avez moins de pertes dans vos rangs. À mon avis, ça doit être un truc dans ce genre-là. Maintenant, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont voulu dire par là. Ils ont un bonus de 10% de dommages en mêlée à chaque fois qu'une unité perd 25% de son effectif. Donc plus vous leur faites de pertes, plus ils vous feront mal, quoi. Ça risque d'être assez sympa à jouer, ça. Donc ils pourraient renverser complètement le cours d'une bataille vers la fin quand ils ont presque plus d'hommes. Et ça, je crois que ça peut être vachement intéressant. Alors la deuxième faction, c'est les Saxons, du royaume barbare également. Son leader s'appelle Gewis. Bah, je connais pas non plus en fait. Tous les leaders qu'il y a ici que je vais vous dire, je ne les connais pas vraiment. Sa religion est aussi le paganisme germanique. Les avantages de cette faction sont la conversion de bâtiments à 50%, donc la même chose qu'avant, que les francs, je veux dire. Ils ont plus 100 d'argent à chaque fois qu'ils endommagent de 10% une côte. Donc ce sont des sortes de vikings en fait qui attaqueraient les côtes et qui gagnent 100 d'argent à chaque fois qu'ils endommagent les côtes. Bon, je sais pas trop comment c'est réalisé dans le jeu ça.
Mais bon, je lis ce qui est écrit là, hein. Donc voilà. Et ils ont plus 4 d'intégrité lors des raids. Donc ça va être une faction qu'il faudra beaucoup raider. Comme ça, ils auront beaucoup d'intégrité. Et ça sera donc plus facile à jouer si on raid beaucoup. Maintenant, ça va ruiner un peu les autres membres. Mais bon, c'est pas grave. La troisième faction, c'est les Visigoths, qui est une faction migratoire, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de ville au début, ils ont donc leurs armées et ils migrent donc. Son leader s'appelle Alaric, j'en ai aussi entendu parler quelque part, maintenant je ne sais plus du tout à quoi il correspond. Oui, je n'ai pas fait mes devoirs, désolé. Donc sa religion est le paganisme germanique également, donc ça fait déjà 4 factions avec le paganisme germanique en religion. Les avantages de cette faction sont la croissance qui est de plus 25% en territoire romain. Donc à chaque fois que cette tribu a une armée en territoire romain, il gagne plus 25% en croissance, ce qui peut être intéressant. Ils ont plus 10 de nourriture lorsqu'ils se déplacent en territoire romain, ça aussi c'est intéressant. Et ils ont plus 500 d'argent lorsqu'ils forment un état tributaire. Donc état tributaire, j'imagine que c'est la création d'un vassal ou un truc dans le genre. Donc plus 500 d'argent à chaque fois qu'ils font un vassal. Enfin je crois. La quatrième faction, désolé, j'arriverai à le dire, c'est les Ostrogoths, qui est une faction migratoire également. Son leader s'appelle Viterculus. Bon, c'est un nom bizarre, quoi. Sa religion est le christianisme arien. Oui, les Ariens sont revenus déjà à cette époque-là. Donc voilà. Les avantages de la faction sont la croissance, qui est de plus 25%, enfin plus 25 en territoire romain. Ils n'ont pas d'instabilité lorsqu'ils occupent une ville romaine et ils peuvent recruter des unités romaines s'il y a un bâtiment militaire romain dans la ville qu'ils occupent. Donc ça c'est quand même vachement bien. Franchement, cette faction-là me botte pas mal. J'aime bien les francs aussi, il faut le dire. Donc recruter des unités romaines, si les unités romaines sont bons dans ce jeu-là, bah ça peut être quand même une faction un peu cheatée quand même. Donc voilà. La cinquième faction, évidemment, ce sont les 1. Hein. Je pouvais pas ne pas proposer les 1 dans Attila Total War. C'était impossible de mon point de vue, même si c'était une faction supérieure à jouer, je vous l'aurais proposé. Qui est une tribu nomade. Son leader s'appelle Uldin. Je crois, enfin j'espère que je fais pas de faute, mais je crois que c'est le père de Attila, en fait. Donc ensuite, on risque d'avoir Attila dans l'arbre généalogique et pouvoir l'utiliser comme général. Sa religion est le Tengri. C'est une religion de la nature, des arbres, des animaux et tout le bazar qui vient d'Asie donc. Et les avantages de la faction sont nombreux d'ailleurs. L'ennemi a moins 10 de morale si c'est une faction chrétienne. Alors il faut savoir que les Romains, déjà, les 2 Romains, sont des factions chrétiennes, donc c'est déjà une grosse partie du monde qui est handicapée avec ce truc de morale, donc c'est assez cool. Il y a aussi quelques tribus barbares qui sont chrétiens. Par exemple, le christianisme arien qu'on venait de voir au-dessus avec les Ostrogoths, si je me souviens bien, oui, le christianisme arien avec les Ostrogoths, eh ben, ils auraient moins 10 de morale si je les attaque. Donc, ils ont plus 25 de croissance lorsqu'ils rasent une région. Donc, lors de la politique de la terre brûlée, par exemple, ils ont plus 25 de croissance. Ils ont plus 1 d'intégrité pour chaque guerre qu'ils mènent. Donc, à chaque fois qu'ils ont une guerre, ils ont plus 1 d'intégrité. Donc, si le monde entier nous déclare la guerre, bah, on a 1 d'intégrité fois le nombre de personnes qui vous a déclaré la guerre. En gros, c'est ça. Il y a plus 20 de consommation de nourriture dans les provinces où la Horde est présente. Je ne sais pas si ça atteint les 1 eux-mêmes lorsqu'ils ont pris une faction, donc ils auraient plus 20 de consommation de nourriture, donc ça serait un gros handicap pour eux. Si ce n'est pas ça,
Ils sont quand même, enfin, si la Horde, enfin une armée de la Horde arrive par exemple dans une province ennemie, eh ben ils ont moins 20 de nourriture. Donc c'est quand même assez énorme. On pourrait déclencher des famines comme ça chez nos ennemis rien qu'en mettant une armée sur le territoire. Ça peut être pas mal du tout. J'espère franchement que ça ne touche pas les 1 eux-mêmes lorsqu'ils prennent une ville, mais ça sera à vérifier lors des campagnes. Donc. Et enfin, les troupes ne peuvent pas se régénérer dans les provinces où la horde est présente. Ça aussi, c'est vachement cheaté. Par exemple, vous attaquez un ennemi, vous venez de vous bastonner avec, l'armée ennemie est en retraite, vous restez dans la province, elle ne pourra pas se régénérer tant que votre armée est dans la province ou que elle-même est dans la province. Elle devra quitter la province pour pouvoir se régénérer. C'est quand même pas mal, hein. C'est vraiment une faction très très cheatée et donc c'est vraiment pas mal pour jouer celle-là. Ça sera peut-être un tout petit peu facile hein, comme truc. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas de ville au départ avec les 1 et c'est donc des tribus nomades qui se déplacent et en fait la seule façon d'avoir une ville au début c'est de l'envahir. Voilà. Euh, et enfin, la 6e faction que je veux bien jouer, c'est l'Empire Sassanide, qui est un empire de l'Est. Son leader s'appelle Bahram. Sa religion est le Zoroastrian. Zoroastrienne. Bon, bah, c'est encore un nom bizarre, ça, hein. Les avantages de cette faction sont plus 1 de santé dans la région s'il contrôle la capitale, plus 200 de tribus données par les vassaux, et ils peuvent lever plus 3 unités chez leurs vassaux. Donc en allant sur le territoire de leurs vassaux, ils peuvent lever des unités par leur vassal. Ça peut être pratique si vous voulez pas les lever chez vous ou que vous êtes déjà loin chez votre vassal et que vous ne voulez pas faire demi-tour vers chez vous, vous pouvez lever des armées chez votre vassal. Ça peut être intéressant de ce point de vue. Donc voilà, j'ai énuméré toutes les factions dont je voulais bien jouer sur le jeu. Les 2 empires romains n'en font pas partie parce que pour commencer, c'est un peu dur. Enfin, d'après ce que je sais, les 2 empires romains sont extrêmement durs à jouer et donc commencer une campagne directement par les plus durs, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc nous ne jouerons pas l'Empire romain, en tout cas pas pour la saison 1. S'il y a une saison 2, peut-être que je pourrais envisager de jouer l'Empire romain. Donc maintenant, cette annonce est terminée. J'en ai 2 autres à faire. Euh, des annonces complètement différentes d'ailleurs. J'ai filmé tous les épisodes de la saison 1 de Darkest Hour. Il y en aura donc 22 au total. Et je prépare déjà la saison 2, donc je fais des recherches, etc., etc., pour les éléments historiques de la saison 2, qui se passera lors de la Deuxième Guerre mondiale cette fois-ci, plus la première. Euh, et cette fois-ci aussi, je prendrai une faction majeure et plus le Japon comme à la Première Guerre mondiale, où je n'avais réellement aucun pouvoir sur les factions, les grosses factions, enfin les grosses nations qui étaient européennes. Donc voilà. Euh, il faut savoir que j'ai fait la démarche aussi pour faire une campagne multijoueur sur Darkest Tower. Donc j'ai réussi à accrocher un de mes amis qui viendra chez moi lors des vacances de carnaval. Donc il est censé venir le 18, juste après la sortie d'Attila Total War. Donc le 17, vous aurez une vidéo d'Attila Total War. Le 18, vous n'aurez rien. Donc je vais filmer toute la journée avec mon ami. Et, euh, et vous aurez sans doute les épisodes plus tard si il y en a assez. J'espère en tout cas. Donc la campagne multijoueur de Darkest Door, il y aura sûrement un moment où il y aura une grosse coupure pour attendre qu'on puisse refilmer la suite, ou alors on se limitera ou des trucs dans le genre. En tout cas, on devra faire beaucoup plus vite
Donc ça sera une campagne où on essayera de rusher clairement la victoire, etc., etc., pour pouvoir faire une campagne potable en un minimum de temps. Donc un minimum d'épisodes également. Euh, on jouera donc sur le scénario 1933 et il ne sera à venir qu'une seule journée, donc il faudra vraiment rusher cette campagne en une journée, faire un maximum de choses en une journée. Il y a moyen déjà de capturer toute la France, de mettre à bas l'Angleterre et peut-être même de débarquer aux États-Unis en une journée. Je crois qu'il y a peut-être moyen. Encore une autre info pour les amateurs de jeux Paradox. Je vais dans quelques mois acheter le jeu Europa Universalis 4 avec tous ses DLC. Et je serai partant pour vous faire une petite série sur ce jeu qui m'a l'air vraiment génial. Je n'y ai jamais joué, hein, je tiens à vous le dire. Je n'ai jamais joué à ce jeu, mais j'ai regardé pas mal de vidéos sur ce jeu. Ça m'a grandement donné envie d'y jouer et de vous faire une série dessus. J'ai regardé les vidéos de, par exemple, de Petit Pousset, celles de Bubu, qui sont quand même des chaînes pas mal à ce niveau-là. Donc Bubu Jeu, Petit Pousset, et je crois qu'il y en avait un autre, oui, c'était Gamer Relax. J'ai regardé quelques vidéos dessus aussi. Donc j'ai regardé toutes leurs vidéos, absolument toutes, il y en a beaucoup d'ailleurs. Toutes les vidéos sur Europa Universalis, autant le 3 que sur le 4. Donc ça m'intéresse beaucoup de faire des vidéos là-dessus et peut-être vous donner envie d'y jouer également. Si vous ne connaissez pas le jeu. Bon, il est plutôt jeune. Enfin, le 4, il est encore assez récent, mais le 3, il n'est plus tout jeune. Donc à voir si vous le connaissez ou pas. En tout cas, moi, je vais faire sûrement une vidéo dessus dans quelques mois. Donc voilà, c'est fini pour les annonces. J'espère que vous serez nombreux à poster des commentaires sur cette vidéo, autant pour faire le vote que je vous demande sur Attila Total War, et autant pour me dire ce que vous pensez de mes projets en fonction, enfin sur Darkest Tower et sur Europa Universalis 4. Donc voilà. Il faut aussi savoir qu'il y a bientôt Heart of Iron 4 qui va sortir. Je crois que je vais aussi filmer dessus parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui risquent de grandement changer le gameplay des Heart of Iron qui va bientôt sortir. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je me remercie. Voilà. À plus pour d'autres vidéos. Au revoir.